14 octobre 1944, Hering, Allemagne. Une Mercedes noire s'est dirigée vers la villa du maréchal Erwin Rommel, comme une ombre annonçant quelque chose de terrible. Quand les portes se sont ouvertes, 2 généraux SS en sont sortis, l'un d'eux portant une petite fiole de verre cachée dans sa poche, une fiole qui pouvait mettre fin à une vie en quelques respirations. Dans l'air froid de l'automne, le renard du désert n'avait que 15 minutes pour choisir comment il mourrait. Mais qu'est-ce qui avait vraiment amené RML à ce moment ? Il n'avait jamais planté de bombe, n'avait jamais travaillé avec des agents ennemis et n'avait jamais comploté pour saboter l'armée allemande. Son crime n'était que de parler honnêtement de la situation militaire. Après le complot du 20 juillet, plusieurs officiers ont mentionné son nom lors des interrogatoires, ce qui l'a rendu suspect dans un régime qui traitait tout signe de désaccord comme une trahison. Rommel n'a jamais conspiré pour tuer Hitler, mais son honnêteté a coupé aussi profondément que n'importe quelle arme, et pour le régime qui s'effondrait, c'était impardonnable. C'est l'histoire tragique de la façon dont la loyauté d'un général envers la vérité l'a transformé en ennemi d'un dictateur, et comment simplement admettre la défaite est devenu une condamnation à mort. La relation entre Erwin Rommel et Adolf Hitler a commencé dans le respect mutuel. Tout au long des années 1930, Rommel était un soldat professionnel qui avait servi avec distinction lors de la Première Guerre mondiale, gagnant les plus hautes honneurs de l'Allemagne pour sa bravoure au combat. Après que cette guerre ait réduit l'armée allemande à une force squelettique, RML a choisi de rester dans l'armée, d'abord comme instructeur, puis montant dans les rangs alors qu'Hitler consolidait le pouvoir. Au milieu des années 1930, RML avait été sélectionné pour servir d'escorte militaire à Hitler au rassemblement annuel de Nuremberg, ces spectacles nazis massifs où des centaines de milliers de personnes se rassemblaient. L'affectation a amené RML dans le cercle intérieur d'Hitler. Ses promotions ultérieures de lieutenant-colonel à colonel puis à général de division majeur provenaient de son dossier de combat et se sont produites alors que Hitler construisait son nouveau système militaire, ce qui a naturellement amené RML plus profondément dans le régime. Mon père n'avait d'abord aucun problème avec Hitler. Manfred RML se souviendrait plus tard de ses premières années, quand la carrière de son père montait en flèche et l'Allemagne semblait retrouver sa fierté. Le 1er septembre 1939 a tout changé. Les forces allemandes ont envahi la Pologne, déclenchant la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, Hitler a donné à Rommel le commandement de la 7e division Panzer. RML a mené ses chars à travers la France avec une telle vitesse et une telle agressivité que la division a gagné le surnom de division fantôme, apparaissant partout, frappant fort, se dirigeant vers la Manche dans une campagne qui a stupéfié l'Europe. En février 1941, RML a été promu lieutenant-général. Puis est venue l'affectation qui le rendrait légendaire, le commandement du corps d'Afrique en Afrique du Nord. Avant de partir, RML a rencontré Hitler au quartier général du Führer. La réunion était cordiale et professionnelle. Les deux hommes avaient été soldats au combat lors de la Première Guerre mondiale, créant un lien qui semblait indestructible. La relation de Rommel avec Hitler avant que Rommel ne soit envoyé en Afrique du Nord avec le corps d'Afrique était très celle d'un subordonné supérieur. Les historiens noteraient que dans les premières années, Rommel acceptait l'autorité d'Hitler sans question. Mais après 1942, il a commencé à contester les ordres qui n'avaient plus de sens et la distance entre eux s'est lentement creusée. À la maison à Hurlington, le jeune Manfred regardait son père se préparer à la guerre, se demandant s'il le reverrait. Erwin Rommel n'a jamais hésité à parler avec son fils, partageant ses pensées sur le devoir et offrant des conseils paternels avant de se diriger vers le danger. Rommel est devenu un favori d'Hitler dès le début. Ceux qui étaient proches des deux hommes ont observé. Le Führer faisait confiance à ce général qui comprenait le combat de première main, qui menait de l'avant plutôt que de pousser des épingles sur des cartes. Au début de 1941, alors que RML se dirigeait vers le sud en direction des déserts africains, l'avenir semblait radieux. L'Allemagne gagnait. La vision d'Hitler semblait justifiée et Erwin RML était sur le point de devenir l'un des commandants les plus célébrés de la guerre.
Les vrais doutes n'apparaîtraient que quelques années plus tard, quand RML a vu Hitler interférer de plus en plus avec les décisions du champ de bataille et donner des ordres qui ne correspondaient plus à la réalité. Le soleil du nord de l'Afrique battait alors que Raml se tenait dans la tourelle de son char de commandement, les jumelles balayant les positions britanniques. C'était son style de leadership en première ligne, où il pouvait voir le champ de bataille lui-même, où les soldats pouvaient le voir, partageant leurs dangers. C'était février 1941, et le corps d'Afrique était sur le point d'enseigner aux Britanniques des leçons difficiles sur la guerre blindée allemande. Ce que RML prétendument ne savait pas, c'est que les décrypteurs britanniques avaient cassé le système de chiffrement Enigma de l'Allemagne. Les décrypteurs britanniques pouvaient lire de nombreux signaux allemands, mais pas en temps réel, et parfois les messages arrivaient trop tard pour donner un avantage clair. Les experts allemands avaient cru qu'Enigma prendrait des années à casser. Ils avaient ses torts. Mon père n'a jamais cru cela. Manfred dirait qu'un code si difficile pouvait être cassé. Pourtant, l'avantage britannique s'avéra moins décisif que prévu. Quand des ordres arrivèrent de Berlin que RML n'aimait pas, il les ignorait simplement, improvisant en fonction des conditions du champ de bataille. RML ignorait parfois les ordres de Berlin. Mais l'intelligence ultra a quand même aidé les Britanniques à comprendre les problèmes d'approvisionnement allemands et les plans opérationnels plus larges. L'erreur est qu'en temps de guerre, toute hypothèse ou présomption que vous faites sur les capacités de l'ennemi peut s'avérer fausse. Les analystes noteraient plus tard qu'au cours de 1941, Ramel a chassé les forces britanniques des positions clés du désert. Ces tactiques étaient agressives et souvent couronnées de succès. Il a commencé une attaque qui a ramené la Libye en 2 semaines environ aux forces allemandes et italiennes. Les rapports officiels notaient que la cause africaine gagnait et la réputation de RML s'envolait. À Berlin, Hitler a reconnu une opportunité de propagande. Il a promu RML à maréchal et a ordonné au ministre de la propagande, Joseph Goebbels, de transformer ce commandant en héros national. RML était un homme beau. Ceux qui travaillaient avec Goebbels se souvenaient. Cela n'a pas nui qu'il soit photogénique. Bientôt, chaque foyer allemand connaissait le nom du renard du désert. Le succès en Afrique du Nord a donné à Ramel quelque chose de rare parmi les généraux allemands, la liberté opérationnelle. Les relations de mon père avec Hitler restaient plutôt bonnes. Manfred se souvenait. Mon père ne venait pas si souvent en Allemagne, et alors Hitler n'interférait pas dans ses tactiques, parce que la guerre africaine était une guerre très rapide. Tandis que les généraux en Russie devaient suivre les ordres précisément, Ramel pouvait improviser en Afrique. Quand des ordres arrivaient de l'état-major nazi et que RML ne les aimait pas, il les déchirait et faisait à sa manière. Les observateurs ont noté, la confiance était quelque chose que Ramel n'a jamais manqué. Les historiens écriraient, l'homme avait un ego assez important, mais les faits soutenaient cette confiance. Il croyait en menant de l'avant. Ceux qui ont servi sous ses ordres s'en souvenaient. RML partageait le danger, gagnant la féroce loyauté de ses soldats. Cependant, à la fin de 1942, la marée tournait. Les forces britanniques s'étaient regroupées et avaient reçu des renforts massifs. Plus significativement, les troupes américaines étaient entrées en guerre, combattant aux côtés des Britanniques en Afrique du Nord à partir du début de novembre 1942. Soudainement, Ramel faisait face à des ennemis avec des ressources apparemment illimitées. Les chars, les munitions, le carburant, tout coulait vers les Alliés en quantité qui rendait les approvisionnements allemands pitoyables. Ramel a envoyé des demandes urgentes à Berlin pour des renforts et des approvisionnements. Les réponses étaient vagues, dédaigneuses ou silencieuses. Hitler adoptait une approche très détachée. Les historiens ont observé que c'était presque comme s'il s'en fichait. L'Afrique du Nord était pour lui un théâtre secondaire. Hitler avait parié sur une victoire rapide en Russie, et ce pari échouait. L'Afrique du Nord semblait maintenant une distraction. La supériorité des Britanniques était si écrasante, et la stratégie était faite si soigneusement et exactement que les Allemands n'avaient aucune chance. Les évaluations ont conclu, la pression constante a pris son péage. Ramel a souffert de dépression, d'insomnie, d'une tension artérielle dangereusement basse et de maux de tête chroniques. Puis est venue la jaunisse.
Le commandant, apparemment invincible, s'effondrait. C'était vraiment un cas de Rommel tournant autour de son opposition. Les commandants britanniques admettraient ainsi qu'ils n'avaient jamais vraiment bien compris sa mesure, et ce n'est dire que lorsqu'il était tellement surpassé en nombre d'hommes et de matériel qu'il ne pouvait pas arrêter une avance alliée qu'il a finalement été contraint de se retirer complètement d'Afrique du Nord. Au printemps de 1943, la fin approchait. RML pouvait le voir clairement, mais Hitler apparemment ne pouvait pas ou ne voulait pas. Le corps d'Afrique était étranglé, submergé par des forces qui grandissaient à chaque jour. Quand RML a essayé d'expliquer cette réalité à Berlin, il a rencontré le silence ou la colère. La relation entre le renard du désert et le Führer commençait à se fracturer. Irving RML est retourné en Allemagne au début de 1943, portant le poids de la défaite et le fardeau de la compréhension. L'Allemagne allait perdre cette guerre. Il s'est rendu au quartier général d'Hitler à Rastenberg, de sa propre initiative, croyant que le Führer avait besoin d'entendre la vérité sur l'Afrique du Nord. Mon père est allé voir Hitler à Rastenberg de sa propre initiative, a raconté Manfred, et il a dit « Nous devons abandonner l'Afrique. Ce n'est plus possible de faire quelque chose de bien dans de telles circonstances. » Ce qui a suivi aurait été un échange houleux qui a révélé la relation qui s'effondrait. Hitler a demandé « Combien de fusils avez-vous dans votre armée ?» Rommel, concentré sur la stratégie plutôt que sur l'infanterie, a répondu « Je ne les ai pas comptés ». La réponse d'Hitler était pleine de sarcasme. C'est un général merveilleux qui ne sait même pas combien de fusils il a. Selon les récits, la frustration de RML a débordé. Le mieux est que vous veniez en Afrique et nous montriez comment combattre Montgomery avec une carabine 80-18. Aurait-il riposté, défiant Hitler d'essayer de combattre avec des armes inadéquates et sans approvisionnement. Hitler lui a ordonné de partir. Puis, selon les rapports, le Führer a couru après lui et ils sont revenus ensemble. Nous avons tous les nerfs brisés. Manfred se souvenait de son père disant « Mais la relation commençait à s'aigrir ». En mai 1943, l'inévitable s'est produit. 130 000 soldats allemands et italiens se sont rendus en Afrique du Nord. Le corps d'Afrique était terminé. La campagne s'est terminée par une défaite complète. Mais quelque chose de plus profond changeait RML. Il entendait des histoires troublantes sur les territoires contrôlés par l'Allemagne. Ce n'est que tard, en 1943, que RML a commencé à apprendre les excès commis non seulement par les SS, mais par la Wehrmacht sur le front de l'Est. Les historiens reconstitueraient. Des murmures lui parvenaient sur les camps de concentration, les camps de la mort, ce que les nazis appelaient la solution finale. Mon père a découvert non seulement beaucoup de crimes qui avaient été commis, dirait Manfred, mais aussi que ce sera un dilemme énorme et il ne sera pas possible de parvenir à un arrangement de paix raisonnable. Le Hitler que RML avait respecté se révélait être quelque chose de bien plus sombre. Le régime ne faisait pas seulement la guerre, il était engagé dans un meurtre systématique. Toute son attitude envers Hitler a commencé à tourner non seulement aigre, mais arguablement hostile, ont conclu les savants. En février 1943, loin de l'Afrique du Nord, le tournant de la guerre est venu à Stalingrad. Là, plus de 800 000 soldats de l'Axe ont été détruits dans une bataille que de nombreux historiens croient avoir marqué la défaite inévitable de l'Allemagne. Après Stalingrad, les forces soviétiques ont commencé à se diriger vers l'ouest. RML et Hitler savaient tous les deux ce qui venait ensuite. Les Alliés envahiraient l'Europe occidentale, créant le cauchemar à deux fronts qui avait condamné l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Plus tard, en 1943, des mois après la défaite à Stalingrad, Hitler a nommé RML pour inspecter les défenses de l'Europe occidentale, et au début de 1944, il reçut le commandement du groupe d'armée B. C'était prestigieux, mais empoisonné. Responsabilité d'arrêter une invasion avec des ressources qui n'existaient pas. Quand RML a d'abord inspecté le mur de l'Atlantique à la fin de 1943, il aurait découvert une réalité sobriante. Hitler s'était vanté pendant des années de défenses côtières imprenables, supposément s'étendant sur 1600 km de la Norvège, à la frontière de l'Espagne. Ce que RML a trouvé existait plus dans l'imagination du Führer que dans le béton et l'acier. Mon père avait une idée plutôt réaliste des tactiques alliées et de la façon de combattre.
Manfred a expliqué. Ayant combattu les Américains et les Britanniques en Afrique du Nord, Rommel comprenait leurs capacités et leurs ressources. Il a déplacé son quartier général à La Roche-Guyon, un château du XIIe siècle, surplombant la rive nord de la Seine, à 40 km plus près de la côte française. De là, il dirigerait la défense. La stratégie de Rommel était simple. RML a reconnu que si les Allemands voulaient arrêter une invasion à l'ouest, ils devaient le faire à la ligne d'eau dans les premières 24 heures de bataille. Les analystes ont noté qu'ils ne pouvaient pas laisser l'armée alliée débarquer en Europe occidentale. Le raisonnement était solide, l'Allemagne ne contrôlait plus l'air. Les avions alliés dominaient, la marine de l'Atlantique allemande était presque inexistante, les navires alliés dominaient les mers. Le seul avantage était de défendre des positions fixes contre les troupes débarquant sur des plages hostiles. Mais cet avantage disparaîtrait une fois que les Alliés établiraient une tête de pont. Pas tous les commandants allemands étaient mot d'accord. D'autres, comme le maréchal von Rundstedt, croyaient à la guerre mobile plus à l'intérieur des terres. Mon père n'était pas très convaincant, a admis Manfred. Évidemment, von Rundstedt croyait toujours à la grande bataille mobile, mais Rommel comprenait ce que d'autres prétendument ne voulaient pas accepter. Mon père était aussi convaincu qu'aucune bataille mobile de la taille de 1940 n'était plus possible, a expliqué Manfred, parce que les alliés britanniques et américains étaient tellement supérieurs dans l'air qu'ils auraient incloué l'armure allemande, et cela aurait été sans espoir pour eux. Rommel s'est mis à rendre le mur fictif d'Hitler réel. Il a ordonné que des centaines de milliers de mines soient posées sur les plages, des milliers d'obstacles construits pour détruire les péniches de débarquement et empaler les parachutistes. Rommel espérait placer un très grand nombre de mines, peut-être des dizaines de millions, sur toute la ligne de défense, mais avant l'invasion, il n'en a géré que quelques millions, ce qui était bien moins qu'il l'avait prévu. Rommel était comme une décharge d'électricité quand il a pris le commandement. Ceux qui ont servi sous ses ordres se souvenaient. Il voyageait constamment, inspectant la côte, esquissant des conceptions d'obstacles et exigeant l'action. Il a fait beaucoup de fortifications lui-même, beaucoup d'initiatives et aussi de l'imagination. Mais une question cruciale restait. Où les Alliés attaqueraient-ils ? La logique suggérait près de Calais, seulement 19 km à travers la Manche de l'Angleterre. Hitler croyait que Calais était la cible. RML était initialement d'accord. Aucun d'eux ne savait qu'ils étaient trompés. Les Alliés avaient créé l'opération Fortitude, l'une des plus élaborées tromperies militaires de l'histoire. Dans le sud-est de l'Angleterre, face à Calais, ils ont construit une fausse armée, des chars gonflables, des avions factices, un faux trafic radio, créant l'impression de forces massives se préparant à envahir Calais. L'une des grandes histoires de la Deuxième Guerre mondiale qui est mal connue à ce jour est l'opération Fortitude. Les historiens s'émerveillaient, et les Allemands n'avaient aucun moyen de savoir si c'était vrai ou non. C'était à sa manière aussi complexe et détaillé, et exigeait un degré de précision aussi grand que les débarquements d'Overlord en Normandie. La résistance française a soutenu l'effort de tromperie, mais la plupart des fausses informations qui ont atteint le renseignement allemand provenaient d'agents doubles contrôlés par les Britanniques, qui ont dirigé les Allemands vers Calais. Les activités de la résistance française ont été soigneusement coordonnées avec Fortitude pour à nouveau créer l'impression que les débarquements allaient se produire dans le pas de Calais. Les dossiers ont montré qu'Hitler était devenu fortement convaincu que Calais était la véritable cible de l'invasion. Et cette croyance l'a amené à négliger le danger qui se construisait en Normandie. Rommel a renforcé Calais, mais a également renforcé la Normandie en ajoutant la division d'infanterie allemande 3 152 aguerris au combat là-bas. Quelque chose dans la situation le dérangeait. Mon père était absolument certain que l'Allemagne ne pouvait plus gagner aucune guerre. Manfred se souvenait, en 1944, RML savait que la guerre était perdue. Il espérait apparemment qu'en rendant l'invasion assez coûteuse, il pourrait convaincre Hitler de chercher la paix avant la destruction complète de l'Allemagne. C'était un mince espoir, mais c'était tout ce qu'il avait. Alors que juin 1944 approchait, RML a continué les inspections et l'entraînement, poussant fort parce que le temps s'écoulait. Le temps du canal en juin était notoirement rude. Sûrement les Alliés attendraient de meilleures conditions. Rommel avait fait tout ce qui était possible avec des circonstances impossibles.
Le mur de l'Atlantique était réel maintenant, mortel et en attente. Ce qui s'est passé ensuite prouverait à la fois son intuition stratégique et son incapacité à changer le cours de la guerre. Vers 7 heures du matin, le 6 juin 1944, le téléphone a sonné dans la villa de Ramle à Arlington, avec la nouvelle que l'invasion alliée avait commencé. La nouvelle était claire. Les Alliés débarquaient en Normandie. Cela prend 24 heures. Après, nous savions ce qui se passait, se souvenait Manfred. Le timing était cruel et ironique. De tous les jours, les Alliés en ont choisi un où le maréchal RML n'était pas en France. Il était à 500 km de distance pour 2 raisons. Le 50e anniversaire de Lucie et une confrontation prévue avec Hitler sur la situation militaire qui s'effondrait. Il avait l'intention d'aller voir Hitler et de lui dire à nouveau ce que cela signifierait si la Normandie était tombée. Manfred a expliqué « Les premiers jours de juin ont apporté un très mauvais temps selon les prévisions allemandes, donc de nombreux officiers croyaient qu'une invasion était peu probable pendant cette période. Le temps du canal était terrible, vent fort, pluies abondantes, mers agitées. Il a été très surpris, a dit Manfred, parce que les experts navals allemands ont insisté sur le fait qu'aucun débarquement n'était possible. Pourtant, les météorologues alliés ont repéré une brève fenêtre météorologique. Eisenhower a pris ce qui semblait une décision risquée. Il a dit « Allez ». Et l'emplacement, la Normandie, pas Calais. L'opération Fortitude avait fonctionné. Les forces allemandes sont restées concentrées à Calais, attendant une invasion qui n'a jamais eu lieu. Ce matin-là, des milliers d'avions et de navires alliés se sont approchés de la Normandie. La réponse allemande était la confusion. La Luftwaffe considérait le temps comme impraticable. La marine n'avait presque aucune présence. Les unités d'infanterie ont été les premières à signaler l'invasion. À Arlington, RML a reçu l'appel de son chef d'état-major. Même alors, les doutes persistaient. Était-ce la vraie invasion ou une diversion destinée à attirer les troupes de Calais ? Manfred était à la maison en permission de ses fonctions d'aide anti-aérienne. Il a regardé son père réagir avec frustration et colère. Il a dit « J'aurais aimé être en France ». Le quartier général manquait toujours d'une image claire, mais en 1 heure, Ramle a ordonné à son chauffeur de se préparer au départ. Ramle a quitté Arlington tard le matin et a atteint son quartier général à La Roche-Guyon tard le soir. À ce moment-là, les Alliés avaient déjà établi une position ferme sur les plages 12 heures après le début de la bataille. À ce moment-là, les Alliés avaient subi de lourdes pertes, mais avaient établi leur position. Des milliers de troupes étaient à terre et se dirigeaient vers l'intérieur. Tout ce que RML avait prédit était maintenant réalité. La supériorité aérienne alliée était écrasante. Les routes et les chars ont été frappés à plusieurs reprises d'en haut. Les navires alliés contrôlaient la Manche, leurs canons tirant profondément à l'intérieur des terres. Le 7 juin, Ramle s'est rendu en Normandie pour évaluer la situation, puis est retourné au quartier général. Sa conclusion était dévastatrice. Les Alliés étaient fermement établis et rien ne pouvait les repousser. L'opération Fortitude a continué à fonctionner. L'armée allemande 15 attendait à Calais pendant des semaines, s'attendant à la vraie invasion. Au moment où ils ont réalisé la tromperie, il était trop tard. 1 semaine après le jour J, Ramle savait que la guerre en Europe occidentale était perdue. Mon père était convaincu que les Allemands n'avaient jamais eu aucune chance de gagner la bataille sous les plages. Manfred a dit que le 17 juin, Ramle a rencontré Hitler au quartier général de Margival et l'a averti que la situation en Normandie glissait déjà au-delà de la récupération. Le 17 juin 1944, Hitler a rencontré les maréchaux Ramle et von Rundstedt à son quartier général avancé en France, et la discussion est devenue un affrontement entre la vision réaliste de Ramle de la Normandie et le refus d'Hitler d'accepter les mauvaises nouvelles. Ramle. Il a décrit la situation en Normandie en disant que les Alliés tenaient maintenant une tête de pont solide, et il a averti que davantage de troupes et de fournitures alliées arrivaient chaque jour, tandis que les unités allemandes pouvaient à peine se déplacer en plein jour sans être attaquées par les airs. Il a donc soutenu que l'Allemagne devait chercher des termes politiques bientôt ou risquer un désastre complet à l'ouest. Mon père n'a même pas exclu que Hitler puisse céder quand il voit qu'il n'y a pas d'espoir. Manfred se souvenait de la pensée de son père. Nous ne pouvons pas gagner la guerre et ce n'est pas possible, nous devons le voir.
Hitler a écouté. Puis il aurait dit quelque chose qui a révélé l'horreur véritable de l'Allemagne. Je le vois bien, mais avec moi personne ne fera la paix. Laissez cela vous pénétrer. Hitler aurait reconnu que l'Allemagne perdait, compris que la guerre était sans espoir, mais savait aussi que les Alliés ne négocieraient pas avec lui personnellement, et plutôt que de se retirer, il était prêt à entraîner toute la nation vers le bas. Beaucoup de gens ont dû découvrir que Hitler préférerait mener les Allemands au désastre, se souvenait Manfred. Et c'est terrifiant qu'il ait presque réussi. Selon les récits, Rommel a poussé plus fort. Si les Alliés ne négocieraient pas avec Hitler, alors Hitler devrait se retirer. C'était le seul moyen de sauver l'Allemagne. Rommel a dit à Hitler de faire la paix, même si cela signifiait qu'Hitler devait se retirer en tant que chef d'État. Les érudits ont noté que les considérations appropriées devaient être prises. Pour un général allemand de suggérer cela frôlait la trahison, mais Rommel avait atteint un point où le silence était impossible. Hitler a refusé, il ne se retirerait pas, ne chercherait pas la paix, combattrait jusqu'à la fin. Tout au long de juin et jusqu'en juillet, la Normandie s'est détériorée, exactement comme Rommel l'avait prédit. Les Alliés ont étendu leur tête de pont, tandis que les forces allemandes ont combattu bravement, mais n'ont pas pu arrêter l'avance. Pendant ce temps, des rumeurs se sont propagées d'un complot pour assassiner Hitler. Quand les conspirateurs auraient approché Rommel, ils ont trouvé un auditeur disposé, mais pas un participant disposé. De nombreux historiens s'accordent à dire que Rommel était disposé à voir Hitler arrêté et destitué, mais qu'il était d'abord contre l'assassinat. Et ils disent qu'il sentait que tuer un chef d'État était à la fois illégal et dangereux pour l'Allemagne. Bien que certains érudits modernes pensent que ces opinions ont peut-être devenu plus radicales à mesure que la guerre avançait. La grande majorité était passive. Manfred a expliqué à propos de la résistance. Il n'était pas possible de dire à votre ami « Nous devrions tuer Hitler et faire une révolution ». Peut-être que l'ami est un tel patriote qu'il court à la police et vous dénonce. Certaines preuves suggèrent que Rommel travaillait peut-être sur son propre plan, non pas tuer Hitler, mais peut-être négocier avec les Alliés lui-même si Hitler refusait de se rendre. Le 15 juillet, Rommel a écrit une lettre de 3 pages à Hitler, sa dernière tentative de faire voir raison au Führer. La lettre aurait exposé clairement la situation militaire. La guerre à l'ouest était perdue. L'Allemagne devrait chercher la paix immédiatement. La seule chose qu'Erwin Rommel aurait pu faire, il n'aurait pu faire autrement. Les historiens ont réfléchi, il ne pouvait pas rester silencieux et regarder l'Allemagne, qu'il aimait être détruite au nom d'un homme qu'il avait appris à détester. 2 jours plus tard, la carrière de Rommel a pris fin, mais pas par la main d'Hitler, du moins pas directement. 17 juillet 1944. La voiture d'état-major de Rommel roulait le long d'une route étroite de Normandie. Il avait assisté à une conférence avec des commandants sur la situation qui se détériorait. Maintenant, il retournait à la Roche-Guillaume. Puis quelqu'un a vu l'éclair des ailes au-dessus, alors que les bombardiers de chasse alliés plongeaient vers la route, et les récits ultérieurs suggèrent qu'il s'agissait probablement de Spitfires britanniques ou canadiens, bien que les pilotes exacts soient toujours débattus par les historiens. La voiture a été forcée de quitter la route et dans le fossé. Le rapport l'a indiqué. Dans le processus, Rommel, qui était assis guidé sur le siège avant, a été projeté contre le cadre du pare-brise, écrasé sur le côté gauche de son visage au point où c'était presque défigurant. Le tir de mitrailleuse avait criblé la voiture, forçant le conducteur à perdre le contrôle. Rommel a été projeté en avant, son visage s'écrasant contre le métal. Ils l'ont précipité à l'hôpital. Manfred est venu immédiatement, craignant le pire. J'ai d'abord supposé qu'il mourrait la même nuit. Il se souvenait que sa pommette était écrasée. L'orbite de son œil gauche a reçu une fracture du crâne. D'une certaine manière, Rommel a survécu. « Mon père l'a fait », a dit Manfred, et c'était la fin de sa carrière militaire. Les dégâts étaient considérables. Le côté gauche du visage écrasé, une orbite oculaire fracturée, le crâne fissuré. Les dégâts à la tête et au visage de Rommel étaient graves et l'ont laissé dans la douleur, mais les témoins ont dit plus tard qu'il était resté mentalement clair et alerte, bien que les blessures l'aient forcé à quitter le front et ait mis fin à son commandement actif. Rommel ne commanderait plus jamais les troupes.
il a été relevé pour des raisons médicales et envoyé à la maison à Erlingen pour se rétablir. Certains témoins ont affirmé plus tard que Rommel pensait à utiliser sa position à l'ouest pour ouvrir des pourparlers de paix avec les Alliés si Hitler refusait d'agir. Et plusieurs historiens croient qu'il se dirigeait dans cette direction. Mais il n'y a pas de preuve claire qu'un plan de reddition concret était déjà en place quand il a été blessé le 17 juillet. Si de tels plans existaient, ils sont morts sur cette route française. 3 jours plus tard, le 20 juillet, le complot pour assassiner Hitler a atteint son apogée violente au quartier général de la tanière du Loup d'Hitler. Une bombe a explosé dans la salle de conférence. Plusieurs sont morts, mais Hitler a émergé blessé mais vivant. Sa rage était terrible. Plus de 5000 personnes seraient tuées dans la purge d'Hitler, la plupart sans aucun lien avec le complot. Les procès étaient des procès spectacles devant la cour du peuple, où les résultats étaient prédéterminés. Vous n'aviez pas quitté la cour du peuple avec un acquittement. Ceux qui ont étudié les procès ont noté que c'était seulement une question de combien de cirques et combien de farces il ferait des procédures avant qu'un verdict de culpabilité et une condamnation à mort ne soient allés prononcés. Sur la liste des suspects d'Hitler, maréchal Erwin Rommel. Rommel était coupable d'avoir dit la vérité à Hitler. Les historiens ont conclu que peu importait s'il était impliqué dans le complot pour tuer Hitler ou non. Rommel a commis la trahison aux yeux d'Hitler pour avoir une attitude défaitiste. Les preuves contre Rommel étaient circonstancielles. Certains conspirateurs avaient mentionné son nom, mais il n'y avait aucune preuve qu'il ait activement participé à la planification d'un assassinat. Les faits n'avaient ça d'importance. Hitler voulait que Rommel soit éliminé. Tout au long de l'été et de l'automne 1944, Rommel s'est rétabli à la maison, reconnaissant d'être vivant, ignorant qu'Hitler avait déjà décidé de son sort. Le 14 octobre, la mort est venue frapper. Quand Erwin Rommel s'est réveillé le 14 octobre 1944, il ne savait pas que c'était son dernier jour. Il a pris le petit déjeuner avec Lucie et Manfred, se rétablissant toujours de ses blessures, mais reconnaissant d'être à la maison. Vers midi, une Mercedes d'état-major est arrivée. 2 généraux des SS, Wilhelm Burgdorf et Ernst Maisel, ont demandé à lui parler en privé. Ce qui a suivi a émergé plus tard de fragments de témoignages. Ils ont dit à Rommel qu'il était maintenant soupçonné d'agir contre le Führer et qu'Hitler et la direction de l'armée à Berlin avaient déjà décidé de son sort et le forceraient à choisir entre le suicide et un procès spectacle devant la cour du peuple. Hitler a offert un choix, un général porté du cyanure. Si Rommel le prenait, il mourrait rapidement, sa famille serait en sécurité et il recevrait des funérailles d'État sans déshonneur. L'autre option était de faire face à la cour du peuple, une humiliation certaine, un verdict de culpabilité et une pendaison sans promesse de sécurité pour Lucie et Manfred. Rommel avait 15 minutes. Il a parlé brièvement avec Lucie. « Dans un quart d'heure, je serai mort », aurait-il dit. Puis il a trouvé Manfred et lui a dit d'être fort et de protéger sa mère. Rommel est monté dans la Mercedes avec les généraux. La voiture n'a roulé qu'une courte distance et s'est arrêtée. Le conducteur et le général Maisel se sont éloignés de la voiture et Burgdorf est resté à l'intérieur avec Rommel pour les dernières minutes. Le conducteur et le général Maisel se sont éloignés de la voiture et Burgdorf est resté à l'intérieur avec Rommel pour les dernières minutes. Le poison a agi rapidement. En quelques minutes, il était parti. Le 18 octobre, l'Allemagne l'a pleuré publiquement. L'histoire officielle prétendait qu'il était mort des blessures antérieures. Au lot funérailles, le maréchal von Rundstedt a lu un discours écrit par le ministère de Goebbels, disant « Le cœur de Rommel appartenait au Führer », une déclaration qui était en vérité un non-sens. Lucie et Manfred ont accepté les condoléances en silence, sachant que la vérité mettrait leur vie en danger. Rommel avait averti Hitler à plusieurs reprises que la guerre était perdue et continuer ne ferait que détruire l'Allemagne. 7 mois de combats supplémentaires ont suivi, coûtant d'innombrables vies et laissant la nation en ruine avant qu'Hitler ne se tue finalement le 30 avril 1945. L'histoire a enregistré plus tard que Rommel avait eu raison tout du long et avait payé son honnêteté de sa vie. L'histoire d'Erwin Rommel et d'Adolf Hitler est souvent présentée comme une trahison, mais cela méconnaît ce qui s'est réellement passé.
Rommel n'a pas trahi Hitler par le biais de complots ou de plans d'assassinat. Sa trahison était plus simple et plus profonde. Erwin Rommel a dit la vérité. Dans un régime construit sur les mensonges, où remettre en question le Führer était la trahison, Rommel a commis le crime ultime. Il a évalué honnêtement la situation militaire de l'Allemagne et a parlé clairement de ce qu'il voyait. L'Afrique du Nord était perdue. Il l'a dit, le mur de l'Atlantique était inadéquat. Il l'a dit, le jour J signifiait que l'Ouest était perdu. Il l'a dit, Hitler devait chercher la paix. Il l'a dit aussi, chaque évaluation s'est avérée correcte. Chaque avertissement s'est réalisé. Rommel ne propageait pas une morosité fausse, il donnait un avis militaire professionnel honnête. Mais dans l'Allemagne d'Hitler, l'honnêteté était devenue indistinguible de la trahison. La transformation de Rommel a pris des années. Il n'y avait pas un seul moment de réalisation soudaine. La compréhension est venue graduellement. D'abord, la réalité militaire que l'Allemagne ne pouvait pas gagner une guerre sur deux fronts, que les décisions d'Hitler étaient maintenant de plus en plus éloignées des faits du champ de bataille. Puis est venu le choc moral, alors que les rapports et les rumeurs sur les camps de concentration, les massacres de masse et les crimes systématiques du régime devenaient lentement clairs pour lui. Ce qu'il a appris et lentement compris sur ces crimes a changé quelque chose de très profond en Rommel. Mon père a découvert non seulement beaucoup de crimes qui avaient été commis, a dit Manfred, mais aussi que ce sera un dilemme énorme, et il sera impossible de parvenir à un arrangement de paix raisonnable. En 1944, Rommel était de plus en plus conscient qu'il servait un leader qui était prêt à sacrifier le pays pour ses propres illusions. Cette connaissance devait être dévastatrice, réalisant que votre loyauté, votre service et votre génie militaire avaient été utilisés pour le mal. Certains généraux n'ont jamais fait ce règlement. Ils ont servi Hitler jusqu'à la fin, prétendant qu'ils suivaient simplement les ordres. Ils ont choisi le confort de l'obéissance plutôt que la difficulté du jugement moral. Rommel a fait un choix différent. Tard, peut-être trop tard pour avoir beaucoup d'importance, il a choisi de dire la vérité. Il a risqué tout, position, réputation, vie, pour essayer de sauver l'Allemagne de la destruction totale. Et il y a quelque chose à la fois admirable et tragique dans la dernière année de Rommel. Admirable parce qu'il a trouvé le courage de parler quand le silence était plus sûr. Tragique parce qu'il avait été aveugle si longtemps, parce que son réveil est venu trop tard pour changer les résultats. Mais il a parlé, cela compte. Dans un système conçu pour écraser la dissidence, où la vérité pouvait signifier la mort, Rommel a choisi l'honnêteté plutôt que la sécurité. La guerre n'était plus au sujet de l'Allemagne. Les observateurs ont noté que la guerre s'était transformée en étant au sujet d'Adolf Hitler. Hitler ne travaillait plus pour le bien général de l'Allemagne. Il utilisait l'Allemagne pour se préserver lui-même. C'était la véritable trahison. Pas l'honnêteté de Rommel, mais l'égoïsme d'Hitler. Le Führer préférait voir l'Allemagne détruite plutôt que d'admettre la défaite, préférait que des millions d'autres meurent plutôt que de rendre le pouvoir. Quand son général le plus célèbre l'a souligné, Hitler l'a tué. La méthode révèle tout sur les derniers jours du régime nazi. Hitler ne pouvait pas se permettre un procès public de Rommel. Le maréchal était trop populaire, son dossier trop impressionnant. Un procès aurait donné à Rommel une plateforme pour parler de la raison pour laquelle l'Allemagne a perdu, des échecs stratégiques d'Hitler. Donc Hitler a offert la fiole de cyanure et la promesse de funérailles d'État. Rommel a pris le poison pour protéger sa famille. Il est mort pour sauver Lucie et Manfred de la vengeance de la Gestapo. Les funérailles d'État qui ont suivi étaient de la propagande. Le discours de von Rundstedt sur le cœur de Rommel appartenant à Hitler était un mensonge, et tout le monde aux niveaux élevés le savait. Mais maintenir la fiction était important. L'Allemagne devait croire que tous les héros soutenaient Hitler. 7 mois plus tard, avec les soldats soviétiques dans les rues de Berlin, Hitler a finalement reconnu ce que Rommel disait et depuis 1943, la guerre était perdue. Mais au lieu de se rendre pour sauver ce qui restait, Hitler s'est suicidé et a laissé l'Allemagne faire face aux conséquences de ses décisions catastrophiques. La leçon plus large s'étend au-delà d'un général et d'un dictateur. C'est à propos de ce qui se passe quand le professionnalisme militaire confronte le fanatisme politique, à propos de systèmes qui punissent l'honnêteté et récompensent l'obéissance indépendamment des conséquences, à propos du dilemme éternel de l'officier.
Quand servir votre pays exige-t-il de désobéir au leader qui prétend l'incarner ? Rommel a lutté avec ces questions. Sa réponse est venue tard, mais elle est venue. Il a choisi la vérité plutôt que la loyauté envers Hitler, a choisi l'Allemagne plutôt que le Führer. Il a payé le prix ultime. Alors que les feuilles d'automne tombaient autour de Erlingen le 14 octobre 1944, alors qu'une Mercedes noire transportait un général condamné à la mort, une chose devint claire. Dans l'Allemagne nazie, le plus grand crime n'était pas la trahison envers l'État. C'était de dire la vérité au pouvoir, de regarder la réalité honnêtement et de refuser de prétendre que la délusion était la sagesse. Erwin Rommel a trahi Hitler en étant honnête. Pour cette honnêteté, pour avoir refusé de participer à la fiction confortable que l'Allemagne pouvait encore gagner, pour avoir insisté sur le fait de parler clairement des faits militaires, il a été assassiné par le régime qui l'avait servi. L'histoire a validé chaque parole qu'il a prononcée. Chaque avertissement s'est avéré exact. Le renard du désert a vu l'avenir clairement, tandis que Hitler vivait dans le fantasme. Mais la validation est venue trop tard. La fiole de cyanure, la mort tranquille sur une route de campagne, les funérailles d'État construites sur des mensonges. C'est ainsi que l'Allemagne nazie a traité l'un de ses plus grands généraux quand il a osé dire la vérité. La dernière bataille de Rommel n'a pas été livrée avec des chars. Elle a été livrée avec des paroles, avec des rapports, avec des lettres, suppliant Hitler de faire preuve de raison. Il a perdu cette bataille, mais en perdant, il a préservé quelque chose d'important. Son intégrité, son refus de participer aux mensonges qui consumaient l'Allemagne. Le renard du désert est mort, non pas comme un traître, mais comme l'un des rares généraux allemands disposés à parler clairement de la réalité. Dans l'Allemagne d'Hitler, cela l'a rendu dangereux. Dans le jugement de l'histoire, cela le rend tragique. Un soldat professionnel qui s'est réveillé trop tard à la nature du régime, mais a trouvé le courage de dire la vérité quand cette vérité pouvait coûter tout. Et cela a coûté tout. Mais dans les derniers 6 mois de 1944, Rommel a fait face à la mort, sachant qu'il avait essayé de sauver son pays des délusions d'un fou. Hitler l'a tué pour cela. Mais la vérité que Rommel a prononcée les a tous les deux surpassés. Si vous avez trouvé cette histoire de courage face à la tyrannie convaincante, veuillez vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires oubliées de l'histoire. Appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre plongée profonde dans le passé. Nous explorons les histoires humaines derrière les livres d'histoire, les moments où les gens ordinaires ont fait face à des choix extraordinaires, quand la vérité a heurté le pouvoir et quand prendre la parole signifiait risquer tout. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous découvrons un autre chapitre de l'histoire qui mérite d'être mémorisé.